Bonsoir à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire de fin de journée dédié au retour d'expérience d'un exercice pré-risque qui a eu lieu il y a quelques jours et qui portait sur la résilience alimentaire. Donc, c'est un des deux premiers exercices de crise hybride qu'on a voulu inclure dès cette année dans Prépa Risque. Vous avez pour certains vécu cet après-midi un exercice risque inondation et cyberattaque. Et il y a quelques semaines, on avait testé ensemble un exercice de mise en situation face à des épisodes de tempête cumulés à une rupture d'approvisionnement alimentaire. Du fait de ces sujets un peu nouveaux et complexes de crise hybride, on a choisi, et bénéficiant de vos retours d'expérience et de vos demandes sur ce point-là, de creuser un petit peu le sujet en s'appuyant sur des experts, notamment Stéphane Linou, qui est expert national sur la résilience alimentaire, et Ripsi Métérossian, qui vont pouvoir nous éclairer sur ce sujet et répondre à vos questions. On va aussi, bien sûr, partager ensemble le retour d'expérience et les remontées qu'on a pu avoir de l'ensemble des joueurs. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est bien sûr, on va demander à Stéphane Linou de nous parler de ce risque de rupture d'approvisionnement. Qu'est-ce que c'est finalement? Et ce sujet n'est-il pas un sujet ancien, mais un peu oublié aujourd'hui et qui peut refaire surface à l'occasion de menaces et de risques majeurs particuliers? On parlera bien sûr des enseignements qu'on a pu tirer de cet exercice prépa-risque, tempête et rupture d'approvisionnement. Et puis, on essaiera de vous donner quelques pistes, recommandations, conseils pour intégrer cette thématique dans votre préparation, votre anticipation et vos planifications. Donc, sans plus tarder, je propose à Stéphane Linou de prendre la parole et de nous définir le risque de rupture d'approvisionnement, son historique et sa prise en compte actuellement. Une bonne vingtaine d'années. C'est pas que j'avais l'impression d'être pour eux fou, enfin, d'être un peu fou à l'époque-là, mais c'est vrai que personne n'y pensait, personne n'y réfléchissait. Ben, tout simplement parce qu'on est peut-être, même sûrement, des générations qui se menaient le ventre plein, qui n'avons quasiment et majoritairement, du moins dans nos pays, assez favorisés et encore riches, jamais connu vraiment la faim. Et jusqu'ici, on est plus préoccupé par les excès de nourriture, avec ces maladies, diabète, obésité, cancer et compagnie, que sur un éventuel non-accès. Donc, et généralement, le risque alimentaire, encore maintenant, est quasi exclusivement pris sous son angle sanitaire. C'est-à-dire, est-ce que je vais tomber malade? Est-ce qu'il y aura des salmonelles? Est-ce qu'il y a des salmonelles dans le produit? Plutôt que d'un risque de non-accès et d'absence de produit. Donc voilà, alors que c'est tout simplement le plus vieux sujet du monde. C'est tout simplement le sujet auquel on ne pensait qu'à ça depuis que notre espèce existe. Ça a toujours été une histoire de ventre et de flux. La plus grande partie, la plus grande part de notre espèce, on est arrivé il y a 300 000 ans à peu près, et jusqu'à il y a à peu près 12 000 ans, nous étions chasseurs-cueilleurs. Notre ventre allait vers la nourriture, allait prélever de la nourriture. Donc c'était du ventre vers la nourriture. Ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé, qu'on a pu avoir de la visibilité, on s'est dit, ben, cette nourriture, on va la faire pousser autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé donc l'agriculture au néolithique, au moins 10 000, 12 000. Et ensuite, pour sécuriser collectivement cette nourriture, eh bien, on a inventé les villages. On a collectivement sécurisé autour de notre ventre cette nourriture à travers justement les silos, à travers les stocks. C'est ce qui a fait civilisation, c'est les stocks. Les stocks, c'était d'une certaine manière une façon de se prémunir contre le temps qu'il fait, contre les mauvaises années, mais également contre le temps qui passe.
Donc, en fait, on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on s'est dit que collectivement, de cette montagne à cette montagne, c'était à nous. Et c'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire au niveau local. Et c'est là aussi qu'on a inventé grandement la politique. Oui, mais j'entends rien. Alors, je suis allée sur YouTube, je me Va sur le micro. Donc, il y a une coupure là. Donc, en fait, après que notre ventre soit allé vers la nourriture, après qu'on l'ait fait pousser autour de notre ventre, Oui, mais ça, normalement. et après qu'on l'ait collectivement sécurisé autour de notre ventre, et bien maintenant, c'est cette nourriture qui vient à nous. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'il y a des stocks, sur le est-ce qu'on est maître de tous ces maillons qui font que du champ à notre assiette, la nourriture arrive. Et si l'on s'intéresse à ce sur quoi justement était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, les consuls au Moyen Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité, il fallait se protéger, la sécurité extérieure, il fallait se protéger des agressions extérieures, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, donc il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, en fait, l'ordre public. Parce que l'ordre public, avant qu'on invente les États-nations il n'y a pas longtemps, il était quasi exclusivement géré au niveau local. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande, police en tant que régulation. Il y avait des stocks. Il y avait un aménagement foncier. Le foncier était ménagé, contrairement à maintenant où il est aménagé. Il était ménagé. Pourquoi? Parce qu'il était directement relié à des questions de subsistance, qui elles-mêmes étaient directement reliées à des questions d'ordre public. Parce que la hantise des édiles de l'époque, des ancêtres des mers, c'était quoi? C'était que le peuple se révolte par le ventre. Donc en fait, le plus ancien couple de risques qu'il y avait dans les villes, c'était le couple de risque approvisionnement alimentaire et ordre public. Parce qu'en fait, contrairement à maintenant, mais avant l'abondance, c'était l'exception. La règle, c'était la pénurie. Donc on était organisé autour de la règle qui était la pénurie. Donc en fait, il y avait une conscience, une responsabilisation, une discipline et une mise en œuvre d'action individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin, chacun cuisinait, chacun stockait ce qu'il pouvait, qui se rajoutait à une conscience, à une responsabilisation, à une discipline, à une mise en œuvre d'action collective, donc politique, c'est-à-dire qu'il y avait des stocks, une connaissance des circuits d'approvisionnement alimentaire. Actuellement, personne n'est capable de cartographier les flux alimentaires, hein, personne. Hein. Il y avait donc des stocks, des règles, contrôle des marchés, des outils de transformation et tout ça. Donc en fait, tout cela, ça n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins en cas de pépin, ça sauvait les meubles un certain temps. Parce qu'en fait, chacun faisait sa part. C'était une telle évidence que les individus et les collectifs, donc les institutions de l'époque, faisaient voilà, sa part. Parce qu'en fait, c'était un souci permanent. Un souci permanent. Et cette question-là, donc, de nourrir les populations donc, en tant qu'individus, mais également en tant que collectivité, est progressivement sortie des têtes individuelles et des têtes collectives pour être de nos jours indirectement assumées par des acteurs privés que sont Leclerc, Carrefour et compagnie, qui n'ont que 2 ou 3 jours de stock. Donc en fait, il n'y a qu'à voir, il n'existe pas d'aménagement alimentaire du territoire. Ça n'existe pas. Je m'étais amusé il y a quelques années à décliner la pyramide de Maslow en prise en charge collective des besoins individuels à satisfaire. On les a tous pris au fil des siècles collectivement en charge.
sauf l'alimentation. Sauf l'alimentation. Et en fait, on a laissé se détricoter ce que j'appelle nos infrastructures nourricières de proximité au fil du temps, parce qu'en fait, à partir de la découverte des énergies faciles, des énergies fossiles, charbon, pétrole, ben en fait, le transport est devenu inférieur au coût du produit. Avant, c'était le contraire. Jusque-là, c'était le contraire. Donc, du coup, avec cette théorie des avantages comparatifs de Ricardo, les territoires se sont hyper spécialisés, se sont concentrés sur les productions sur lesquelles ils se sentaient les meilleurs, et ils ont abandonné dans le même temps les productions sur lesquelles ils se sentaient les moins bons. Donc, en fait, on a maintenant, en gros, un territoire égale une ou deux productions phares. Mais ce qui a suivi également, c'est que les outils de transformation se sont effacés aussi. La commande publique aussi, puisque même au niveau de commande publique, on sait si bon, de toute façon, ça viendra toujours de quelque part. Je n'ai pas besoin de favoriser les commandes locales ou autres. Le consommateur, jusque-là, il s'en foutait un peu. Voilà, donc en fait, ce que nos systèmes alimentaires de territoire, en fait, que j'appelle aussi nos microbiotes alimentaires de territoire. Les microbiotes sont des systèmes. Et là, il y a 5 grands acteurs dans ce que j'appelle le microbiote alimentaire de territoire, qui est un club des 5. Il y a un club des 5. Il y a le premier maillon des producteurs, qu'ils soient individuels ou des agriculteurs à titre professionnel. Donc, individuels, donc ceux qui ont un jardin ou alors les agriculteurs qui ont une exploitation agricole. Deuxième maillon, les transformateurs, donc avec la restauration, mais également les gens qui cuisinent à la maison. Troisième maillon, les distributeurs, auxquels je rajoute donc la logistique. Quatrième maillon, les consommateurs qui flèchent ou pas leurs dépenses vers ces infrastructures nourricières de proximité. Et cinquième maillon, ce que j'appelle les prescripteurs, notamment les collectivités locales avec la commande publique, mais aussi avec le pouvoir d'activer de manière poussée ou pas des dispositifs qui existaient déjà, comme les projets alimentaires territoriaux, les plans climat, air, énergie, territoire, enrichir et adapter les PLU, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, et tout ça. Et aussi donc d'encourager les populations à aller dans ce sens-là. Et donc ce club des 5, de ces 5 maillons, eh bien en fait, avec le temps, ils se sont érodés, ces microbiotes alimentaires de territoire, pour arriver à ce que l'on ait en France des microbiotes alimentaires de territoire tous déséquilibrés parce qu'il manque des maillons. Ils sont tous moribonds parce qu'il manque des maillons. Et ils tiennent artificiellement par justement les perfusions extérieures qui viennent artificiellement amener ce qu'ils ne produisent plus. Donc en fait, s'il y a justement un problème sur ce qui équilibre artificiellement ce système alimentaire territorial, s'il n'y a plus ces perfusions-là, eh bien on voit les déséquilibres et les désordres de suite. Et pour un territoire, ce sont des troubles à l'ordre public. Donc voilà, donc c'est des analogies que j'avais faites et que j'avais démontré donc dans mon mémoire de recherche, résilience alimentaire et sécurité nationale. Donc ça, c'est le nom de ce mémoire de recherche que j'ai auto-édité. Et je l'avais fait dans le cadre d'un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, donc de 2017 à 2019. Et en fait, c'était pour savoir si justement le plus vieux sujet du monde était pris en compte et il était réfléchi dans le monde de la production alimentaire. Est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense au risque et à la sécurité? Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production alimentaire? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Donc en fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je m'étais fait encadrer par un ancien colonel de Légion, un géographe, et ça avait été cautionné par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et la zone de défense et de sécurité de Paris. Et en fait, la question de base, c'était est-ce qu'une pandémie numérique, donc est-ce qu'une cyberattaque venant d'Ukraine d'ailleurs, je l'avais rédigé comme ça, est-ce qu'une cyberattaque venant d'Ukraine sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire provoquerait des troubles à l'ordre public?
existe-t-il des plans de continuité alimentaire dans nos territoires? Est-ce que les populations sont préparées? Est-ce qu'il y a des stocks? Tout ça. Et en fait, les résultats ont été édifiants. Eh bien non, le plus vieux sujet du monde n'est pas pensé, du moins en 2017-2019, n'était même pas verbalisé dans nos institutions et il n'y avait pas de plan là-dessus. Et donc, le continuum sécurité-défense, beaucoup de généraux, de policiers, donc de gendarmes, de syndicats agricoles nationaux, de hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, tout ça, ont bien confirmé que oui, effectivement, du fait de la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire et du fait que les populations ne sont pas préparées et du fait aussi qu'il n'y a pas entre les deux, comme quand Windows plante, un mode sans échec qui sauverait les meubles, étant donné qu'il n'y a rien de tout ça, effectivement, les populations auraient une telle attitude que notre continuum sécurité-défense serait saturé. C'est-à-dire que la police municipale serait débordée, après que des vigiles de supermarchés seraient débordés, il ferait appel aussi donc à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel donc au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc en fait, là, cette non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, plus une non-préparation des populations et à l'absence de plan de continuité alimentaire dans nos territoires, et avec des populations devenues intolérantes à la frustration, serait de nature à impacter deux des trois piliers régaliens, c'est-à-dire la sécurité intérieure et la sécurité nationale. C'est ce que j'avais amené donc en 2008. Oui. Pardon. Non, Allô? j'allais enchaîner sur Préparisque en disant d'où l'intérêt de se préparer au travers d'exercices dédiés, justement pour favoriser une prise de conscience collective. Voilà, mais justement, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que voilà, donc je finissais justement sur l'aspect continuum sécurité-défense et en disant voilà que nous devrions opérer à des priorités d'engagement. Et les priorités d'engagement, c'est quoi? C'est tout simplement on s'occupe de qui? Avec les moyens qu'on a. Donc, une fois que ça s'est démontré, ça a atterri au Sénat. Le ministre de l'Intérieur lui a fait dire, à travers la sénatrice Laborde qui avait porté ces sujets au Sénat en 2019, que c'était un risque majeur. Eh bien, une fois que c'est démontré, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, justement, la sécurité civile, la gestion des risques et les dispositifs qui existent déjà peuvent être mobilisés justement pour, quelque part, soulager nos forces de sécurité aussi, puisque c'est un continuum sécurité-défense. Donc, et c'est là que, quelque part, le Girondin peut soulager le régalien. Plus les collectivités locales feront leur part et établiront ce que j'appelle des mesures barrières alimentaires territorialisées pour limiter ou éviter la saturation de nos infrastructures de sécurité, plus nos forces de sécurité pourront être fléchées ou du moins réservées pour des fonctions beaucoup plus spécifiques. Donc en fait, les plans communaux de sauvegarde, on n'a pas besoin de les réinventer, ils existent déjà. Et depuis, donc justement, je forme les élus un peu partout en France pour, amener encore la démonstration du sujet, parce qu'il y en a beaucoup qui croient encore que, ça ne peut pas arriver, et que deux, papa État a un plan, et tout ça c'est faux, mais que localement, chacun peut faire sa part en enrichissant les plans communaux de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et avec la loi Matras, comme vous le savez, à partir du moment où une commune a un PCS, son intercommunalité doit mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde, et c'est là que ça continue à être intéressant parce que c'est souvent les mêmes périmètres que les plans, les projets alimentaires territoriaux, les plans climat, air, énergie, territoire, les plans locaux d'urbanisme, les SCOT et compagnie. Donc en fait, à partir justement d'une thématique que l'on a enrichie dans un PCS, on peut faire de la planification territoriale et de l'implication des populations. Et c'est vrai que les exercices que j'ai l'habitude de faire donc avec les élus et justement en prépa-risque, c'est souvent le meilleur moyen pour se rendre compte de l'impréparation que nous avons tous et toutes là-dessus.
Et donc, du coup, de lister et d'identifier les points d'amélioration et quels dispositifs on pourrait mettre en place pour progresser. Voilà, Alors voilà pour justement, faire parfaite transition de Stéphane pour passer au retour d'expérience de cet exercice pré-risque et on va voir justement les points forts et les points faibles issus de ces exercices que vous nous avez fait remonter. Donc je rappelle que la démarche pré-risque est une démarche proposée donc, par l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques avec le soutien du ministère en charge de l'écologie et en étroite collaboration avec la DGSCGC côté ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et donc avec le soutien technique de Predict Service que je remercie à nouveau ici. Peut-être sur la diapositive suivante. Les objectifs, alors comme pour tous les exercices qu'on a pu mener jusqu'alors, hein, c'était bien d'avoir des exercices donc clés en main très courts d'un format de 2 heures pour armer vos cellules communales ou intercommunales de crise et réaliser les premières actions clés pour gérer, faire face à l'événement qui était simulé et qui se dégradait petit à petit dans le temps. Faire face et mener des opérations qui vont de l'information des populations à l'ouverture de centres à la fermeture de voiries, etc. etc. Et pour les animateurs, aussi préparer, organiser, coordonner, animer les exercices et puis identifier des points d'amélioration des planifications existantes et puis des accompagnements également à prévoir in fine auprès des communes et des intercommunalités pour être plus prêts ensemble, tous ensemble et plus résilients. Donc on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue où cet objectif de préparer, c'est aussi de vous permettre d'avoir un exercice d'entraînement gratuit et de faire votre propre autocritique et par les retours d'expérience que vous acceptez de nous partager, que nous, on puisse identifier les pistes d'amélioration déjà à notre niveau pour vous accompagner dans ces entraînements et puis à plus long terme pour vous aider à être plus résilient par rapport à des thématiques. Ici, résilience alimentaire consécutive à un phénomène naturel. Alors, on avait choisi cette combinaison qui n'était pas forcément la plus évidente. On aurait pu prendre cyberattaque et risque d'approvisionnement. C'est ce que Ripsimi et Stéphane nous avaient proposé en première approche, mais notre cœur d'action étant la prévention des risques majeurs, on a choisi cette combinaison-là. Donc, vous avez été immergés, pour ceux qui ont joué et qui sont parmi nous, face à une vigilance tempête. Alors, je dirais que c'est d'actualité. On vient de passer la tempête Ciarán, la tempête Domingo, et on pense aux populations touchées à l'heure actuelle par les inondations. Donc là, vous aviez une tempête éole qui était annoncée, qui se propageait sur les territoires avec des perturbations très importantes sur les réseaux routiers, ferrés, l'ensemble des réseaux de communication au sens large, avec un risque de rupture d'approvisionnement qui commence à émerger et qui finalement est avéré et renforcé par l'arrivée d'une deuxième tempête, vent fort, avec de nouveaux dégâts. Et là se pose la question justement de l'anticipation de la rupture d'approvisionnement. Existe-t-il des stocks? Quelles sont les priorités en termes de distribution? Comment s'y prendre? Quelles sont les questions de sécurité qui entourent ces risques de pénurie alimentaire et de rupture de chaîne d'approvisionnement? Et à la fin de l'exercice, on vous demandait de vous projeter finalement sur du post-événement et d'identifier les 3 actions qui vous paraîtraient prioritaires pour justement voir à votre niveau ce que vous alliez peut-être dans les mois, les semaines et les mois qui suivent entreprendre sur votre territoire si vous ne l'aviez pas déjà fait. Donc, on va voir les résultats. Déjà, les résultats peut-être d'une façon générique sur la satisfaction. Alors, 78 personnes étaient inscrites. On avait un petit peu plus d'inscrits, 170 de mémoire sur l'exercice cyberattaque d'aujourd'hui. 44 ont joué et ça, allez, un petit 600 actions, ce qui est déjà énorme, ont été engagées au travers de cet exercice de 2 heures, donc tempête et résilience alimentaire. Les chiffres et les retours que vous nous avez fait remonter au niveau de la cinquantaine de joueurs sont assez bons. Plus de 70% d'entre vous pensent pouvoir, à l'issue de cet exercice, améliorer la gestion de crise parce que vous avez identifié des faiblesses sur lesquelles vous identifiez des actions correctives potentielles. 74% ont plébiscité le scénario, le jugeant très réaliste pour tester l'objectif que nous avions. Le format est jugé adapté par 63%. Alors c'est vrai que c'est toujours frustrant d'avoir des exercices si courts parce que tout le temps est compressé, mais ça fait partie du jeu et du challenge également. Et puis 100% sont quand même satisfaits, confiants en leur
satisfaction de la démarche Préparisque et ont envie de rejouer et estiment que cette démarche contribue à la résilience des territoires et au développement de la culture des risques. Sur les suggestions que vous nous avez faites, pas mal de retours des joueurs. Stéphane, je m'adresse à toi, consiste à envisager des actions pour sensibiliser la population. On vous le dira sans doute en conclusion tout à l'heure, on a au niveau de la FPCNT, avec l'appui de Stéphane de Ripsime et puis du projet Atlas 2, en perspective de vous diffuser très rapidement une plaquette de sensibilisation des populations sur ce sujet. Bon nombre d'entre vous nous ont indiqué vouloir réviser le document d'information communale risque majeur en ajoutant des bonnes pratiques et des recommandations de résilience alimentaire. Deux objectifs. C'est revenu. Bon, si ça recoupe, je te laisserai prendre la main. Renforcer la capacité d'autonomie. On a commencé à effleurer le sujet avec Stéphane. Encourager la création d'un stock de minimum 3 jours pour faire face les premiers temps en post-crise. Encourager des pratiques, encore une fois ancestrales. On apprend du passé, on réapprend du passé pour mieux préparer l'avenir en réalisant des conserves, en favorisant les jardins individuels et collectifs avec plantation de légumes et arbres fruitiers. Élaborer également un guide, pourquoi pas, des produits, des plantes comestibles dans la nature et puis proposer des ateliers de cuisine avec les centres sociaux. Sur la deuxième dimension, alors, renforcer le dispositif communal, c'est déjà préciser l'organisation dans les plans communaux de sauvegarde et les plans intercommunaux, en identifiant bien sûr à l'avance les lieux de stockage et de distribution des rations alimentaires, en tenant à jour la liste des personnes vulnérables, les contacts grandes surfaces, fédérations qui pourront être mobilisés le jour J dans la phase de crise et post-crise. Élaborer également une checklist de préparation des paniers et des clés, des critères d'identification des priorités de distribution pour avoir un processus de distribution robuste, anticipé et ne pas l'inventer le jour J, la guerre se gagnant souvent en temps de paix. Renforcer les moyens également, c'est renforcer le réseau des groupes électrogènes et le stock de carburant, par exemple. C'est toujours réfléchir sur les stocks avec un stock tampon, notamment pour les établissements sensibles, notamment les établissements scolaires. Identifier les alternatives aux grandes surfaces, encourager bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, sur la sensibilisation de la population, les circuits de proximité, producteurs locaux, agriculteurs, maraîchers, boulangers, etc. Identifier la capacité totale des réfrigérateurs et congélateurs de la collectivité et disposer d'un stock non périssable lyophilisé qui peut permettre de gérer les choses dans la durée. Et sur la troisième et dernière dimension qui a été remontée par vous tous, c'est coordonner la réponse avec une coordination qui peut se jouer à l'échelle intercommunale, avec une animation particulière sur cette thématique à l'issue de cet exercice préparisque, entamer les discussions et, je dirais, monter en compétences ensemble au niveau de la préparation, proposer des actions fédératrices, des ateliers ou autres, des rencontres peut-être citoyennes sur le sujet, et puis créer un stock intercommunal. Et avec les autres acteurs du territoire, on en a parlé, les grandes surfaces, les producteurs, les restaurateurs, les distributeurs sont des entités, des organismes avec lesquels il faut nouer du lien avant la crise pour être plus fort en temps de crise et anticiper les dispositions opérationnelles. Et puis, se préparer, je dirais que Préparisque est une première pierre à l'édifice, mais il faut poursuivre la préparation et votre entraînement. Je vous propose maintenant d'écouter Stéphane qui va, au travers de son expérience, nous partager les recommandations que lui peut formuler au-delà de ces recommandations déjà et pistes de travail très riches que vous nous avez fait remonter. Il va pouvoir critiquer ces remontées et puis nous indiquer un petit peu la voie et les recommandations qu'il peut formuler à son niveau. C'est à toi, Stéphane. Oui, merci déjà. Alors, déjà, je souhaite souligner que, avec un format qui n'est pas des plus favorables, parce que rien ne vaut le de visu et même un exercice sur table, mais déjà les propositions et la compréhension du sujet au vu de ce qui est ressorti, c'est pas mal. Donc, avant tout, je souhaitais quand même dire que
ce n'est pas faire l'apologie de l'autarcie, hein, d'être à 100% local et de jouer le repli sur soi. C'est absolument pas ça. Par contre, actuellement, on a 2% d'autonomie alimentaire par territoire. C'est-à-dire que 98% de ce qui constitue notre assiette viennent d'autres régions ou d'autres pays, donc c'est-à-dire complètement dépendant des flux. Donc en fait, l'enjeu, c'est entre les 2% actuels d'autonomie alimentaire et les 100% que l'on n'évoque pas, d'ailleurs qu'on ne vise pas et qu'on ne souhaite pas forcément, il y a de la marge. Et l'enjeu, c'est justement de créer cet entre-deux entre le 2% et le 100%. L'enjeu, c'est ça. C'est comme quand Windows plante, passer en mode sans échec. Il n'y a pas tout, c'est pas sexy, mais au moins l'essentiel fonctionne. Donc voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à ça. Et on en est encore, ce que je vois dans le cadre des formations, des conférences, des auditions que j'ai régulièrement, c'est qu'on en est encore à la pédagogie du sujet. Pour encore démontrer que c'est un sujet et de démontrer qu'en fait, il n'y a pas dans un recoin de ministère, de caserne de pompiers ou autre, un plan. Parce qu'il y a encore beaucoup de croyances comme quoi papa État a un plan, les pompiers ont un plan, les militaires ont un plan, vont s'occuper de nous. Alors que s'il y a un problème systémique, c'est-à-dire s'il arrive la même chose partout en même temps, s'il y a une cyberattaque bien généralisée ou une pandémie grippale comme je l'avais imaginé donc en 2008, lorsque j'ai lancé le mouvement locavore en France, j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits sur un rayon de 150 km pour justement alerter, mais de dire qu'on pouvait s'en occuper. Donc, il faut déjà démontrer qu'en fait, que ce serait les territoires qui seraient en première ligne. Parce que la cavalerie venant de l'extérieur, lorsqu'il y a un problème systémique, elle n'existe pas. Donc déjà, démontrer que, c'est un sujet. Mais également, montrer que d'autres territoires ont commencé à s'y lancer, et notamment la première commune de France à avoir enrichi son plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, c'est la commune de Biriatou, voilà, que j'avais formé il y a 2 ans. Et là, ils ont enrichi leur PCS et commencent à travailler là-dessus. Donc, sur justement la formation et l'information des populations, mais également travailler, entre autres, sur leur document d'urbanisme, par exemple. Donc, on en est à la pédagogie du sujet, mais de montrer que, c'est possible, ce n'est pas de l'autarcie et que de toute manière, les territoires sont en première ligne. Donc, ils peuvent quand même faire comme ça. Si je peux avoir la deuxième diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, donc se servir donc justement des dispositifs de sécurité civile et le courrier des maires là au mois de mars, avril, a exposé donc les 3 premières communes qui avaient enrichi leur PCS là-dessus. Et il y en a une qui a commencé à établir un décrim là-dessus. Donc, montrer que d'autres ont commencé à faire. Ensuite, si je peux avoir l'autre diapo. Hop, derrière. Hop. Voilà, d'abord. Ensuite, voilà. Et une fois que on se dit, ça serait bien de passer par les dispositifs de sécurité civile, donc PCS et PCIS et PICS. On se dit, ouais, mais bon, comment on fait pour la suite? Eh bien, il y a là aussi des dispositifs qui existent déjà, et notamment les projets alimentaires territoriaux. Et je le vois, quasiment aucun projet alimentaire territorial de France ne part d'un scénario de rupture. En fait, ce sont tous des PAT qui sont imaginés, mais sans penser à une rupture d'approvisionnement alimentaire. Alors que dans l'idéal, pour moi, ça serait de d'abord partir d'un scénario de rupture. C'est imaginons que le territoire est complètement coupé, et là, on se rend compte de ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Qui travaille avec qui produit quoi, qui transforme quoi, comment c'est diffusé. Donc, les PAT peuvent être enrichis avec cet angle-là. Donc, un scénario de rupture. Les plans climat, air et énergie territoire peuvent là aussi être concernés. On peut là aussi articuler avec les plans locaux d'urbanisme.
on peut là aussi articuler aussi avec les dispositifs existants au niveau des départements, dans le règlement départemental des interventions, au niveau de la région et au niveau de l'État. Donc, en fait, c'est de partir de ce risque majeur pour dire, ah ben, tous les dispositifs qui existent, on va les articuler avec ce risque majeur. Donc, c'est de voir un peu le canevas et l'articulation de tous les dispositifs autour de ce risque majeur. Et ensuite, parce que là, on a encore parlé que de dispositifs un peu techno, mais sans les gens, on n'y arrivera pas. Et là, c'est la dernière étape, enfin, dernière étape que l'on peut quand même c'est en dessous. Voilà. Et enfin, voilà. Donc, en fait, impliquer les populations et tous les acteurs privés là-dessus. Et vous le voyez, la planification écologique, personne n'y comprend rien. Tout est imbriqué, l'énergie, les métaux, le climat, l'alimentation, l'eau, personne n'y comprend rien. Et s'il y a bien un sujet qui permet d'agir sur tous les autres sujets, c'est l'alimentation. C'est le cheval de Troie idéal, l'alimentation. Donc, en fait, à travers des exemples concrets, reliés notamment au pouvoir d'achat, à la santé, au plaisir, à la sécurité, à la gestion des risques, on peut, à mon avis, également rentrer bien là-dedans, dans ce sujet, en faisant comprendre au consommateur qu'il peut être également, à travers sa consommation, la transformation, la cuisine, le fléchage de ses achats, il peut être coproducteur de sécurité collective. Parce qu'il y a un truc auquel on ne pense jamais, c'est que des consommateurs qui achètent des produits locaux et qui les transforment, ils fabriquent de la sécurité sur son territoire. Parce qu'avec des achats réguliers et payés au bon prix auprès des producteurs locaux, eh bien, en fait, il les maintient en fonctionnement autour de lui. Donc, en fait, c'est de l'entretien d'infrastructures nourricières de proximité lorsque l'on achète au bon prix des produits et que l'on transforme. Donc, tout ça, ça passe également par une éducation répétée par l'exemple et démontrer le bon sens. C'est que quand on cuisine, c'est moins cher. Quand on cuisine, c'est meilleur pour la santé. Quand on cuisine, c'est mieux aussi pour le producteur. Parce que les meilleurs alliés de nos producteurs, ce sont les gens qui cuisinent. Parce que la valeur reste dans la ferme et dans l'assiette. Et on fait aussi, sans s'en rendre compte, de la sécurité civile. Donc voilà, donc c'est pour moi la culture du risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, elle passe beaucoup dans l'assiette et par les exercices très concrets. Voilà pour faire un très très court. Donc il faut taper dans tous les sens, dans tous les sens, à tous les niveaux, je veux dire. Et c'est aussi une chance d'avoir ce sujet parce que tout est imbriqué, tout est complexe et je préférerais parler de complexité, c'est-à-dire voilà, de trouver le simple dans la brume du complexe et l'assiette, elle peut réellement nous rendre service. Un grand merci Stéphane pour ton éclairage. Il nous reste un petit quart d'heure, donc je vous propose de passer un temps d'échange et de questions. Donc je vous invite à lever la main et Lucille à animer ce temps d'échange. Est-ce que certains souhaitent poser des questions ou bien réagir sur ce qui vient de se dire? Nous sommes attentifs aux mains qui se lèveraient dans le public. Vous pouvez aussi poser les questions dans le chat si jamais. Alors en attendant, je peux dire au vu des formations que je dispense et des retours que j'ai, c'est vraiment un sujet extrêmement œcuménique. Hein. Là, c'est des élus de tous bords et ils se disent, ah ben, vu comme ça, l'écologie, ça me plaît.
L'écologie comme ça me va. C'est souvent les retours que j'ai. Parce qu'en fait, les risques, ça concerne tout le monde. Et tout ce que on dit qu'il faut faire depuis 40 ans sur la biodiversité, préserver la biodiversité, sur le revenu des agriculteurs, sur la santé, tout ça, bon, on le voit, ça ne marche pas. Mais à travers la sécurité, ben là, ça passe. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc là, c'est assez entraînant. Alors, on a une question dans le chat. Quelle transposition obligatoire à venir dans les PCS? Ah ben, ça serait bien que ça devienne obligatoire. Ça serait bien. Pour l'instant, rien n'empêche un maire d'enrichir son plan communal de sauvegarde avec le risque qu'il veut. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'aller des DRM. Si c'était d'aller des DRM, ça serait mieux. On a justement quelqu'un qui nous demande comment traduire cela dans le PCS. C'est en cours, c'est le tout début. D'abord, c'est un positionnement politique en enrichissant et en se donnant le temps de mettre des mesures de prévention et de protection. C'est ce qu'on fait avec certaines communes. C'est-à-dire des fiches réflexes pendant la crise, on est d'accord, mais il y a tout un volet de mesures préventives qui sont à mettre en œuvre pendant des années, et notamment sur, par exemple, je prends un exemple, le développement des jardins familiaux. Le développement des jardins familiaux ou de geler du foncier pour des potagers, c'est sûr que ce n'est pas au moment de l'ouverture du PCS, le jour où ça arrive, que vous allez vous servir de ça. Par contre, si vous l'avez fait des mois et des années avant, vous avez des populations meilleurement préparées. Donc, en fait, c'est vraiment à inventer. C'est vraiment à inventer. Alors pour rebondir sur la réponse de Stéphane, hein, je crois qu'il a très bien répondu. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'obligation. Alors le ministère de l'Intérieur s'intéresse particulièrement à ce sujet de rupture d'approvisionnement. Comme l'a dit Stéphane, rien ne vous empêche au niveau des communes d'anticiper et d'établir des procédures, des annuaires, des relations de proximité avec les acteurs qu'on a cités précédemment pour avancer sur le sujet et avoir une première checklist de dispositions. On a pour ambition sur Préparisque l'année prochaine, ça a été une demande des joueurs, au-delà du test et des retours d'expérience qu'on vous propose, qu'on vous donne également les attendus, ce qu'on attendait en fait en termes de réponse et ce qu'on pourrait vous conseiller. Donc ça, je pense qu'on essaiera avec Stéphane et Ripsimé de vous apporter des réponses et une petite checklist pense-bête, mais ça n'économisera pas un travail local qui, vous l'avez compris, est important au niveau communal et au niveau de l'intercommunalité. Donc voilà, en tout cas, c'était une première mise en bouche, je dirais, sans jeu de mots, sur ce sujet de la résilience alimentaire pour vous faire prendre conscience, si vous ne l'aviez pas encore, de l'importance du sujet qui semble ne pas être vraiment traité de façon très fine au niveau national, d'après l'expérience de Stéphane. Alors, justement, si je peux juste avoir 30 secondes pour également répondre à des questions là que je vois là. Le truc, c'est que c'est un sujet vraiment transversal. Vraiment transversal. Et c'est un levier politique énorme. Une fois que vous avez enrichi votre PCS avec ça, avec ce sujet-là, du coup, quelque part, on refait de la politique au niveau local. Parce que par rapport à la préservation du foncier agricole, voire même du foncier nourricier, si vous décidez que c'est un risque majeur pour votre commune, vous aurez beaucoup plus de force pour argumenter le sauvetage de certaines terres pour des raisons de sécurité. Financer par exemple des ateliers cuisine pour les gens, et bien là du coup c'est pour des raisons de sécurité. Développer les jardins familiaux ou arbitrer entre l'extension d'un parking d'un énième supermarché
et, par exemple, ces mêmes terrains pour des jardins familiaux, si c'est pour des raisons de sécurité, l'argument, il sera, enfin, je veux dire, l'arbitrage, il sera beaucoup plus simple à faire. Donc en fait, c'est pas anodin, c'est tout simplement remettre quelque part les choses à l'endroit. Et dans un monde où l'énergie et les ressources et les finances se contractent de plus en plus, c'est arbitrer les derniers moyens qui restent vers ce qui est essentiel et sur ce qui est réellement vital. Donc, on va progressivement remettre la pyramide de Maslow à l'endroit et viser et se focaliser sur les deux premiers étages. Premier étage, les besoins physiologiques à satisfaire. Et deuxième étage, besoin de sécurité. Donc, ce n'est pas un petit sujet et cela permet réellement, à mon avis, de rentrer dans la culture du risque par la porte la plus partagée qui existe, c'est-à-dire à l'assiette. Parce que lorsque vous avez l'assiette, vous avez l'eau à côté, vous avez le foncier, vous avez la santé, vous avez l'économie sociale et solidaire, vous avez le pouvoir d'achat, vous avez le climat, vous avez les divers dispositifs qui existent. Donc en fait, je pense qu'il faut s'en servir comme cheval de Troie et comme outil discriminant par rapport à des divers projets à financer. Donc c'est réellement pour moi le retour de la politique, hein, ce sujet. Merci Stéphane pour ce discours très, très plein de vérité. Je demandais à la salle s'il restait des questions ou pas. Dans le chat, je vois que certains confirment certains propos ou indiquent qu'ils ne peuvent rien imposer, notamment en matière de jardins familiaux. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions, d'autres questions sur le sujet de la résilience alimentaire ou sur Préparisque au sens large et cet enjeu de crise combinée qu'on essaie d'approcher au travers de ces 2 derniers exercices? On avait une remarque qui disait qu'en plus d'assurer l'autonomie alimentaire, il faut aussi être garant de la chaîne du froid. Donc, voilà, ça va avec ces réflexions-là. Oui, tout à fait. Et juste pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez le Contingency Plan, c'est-à-dire le document qu'a diffusé la Commission européenne fin 2021, novembre 2021, quelques jours après le vote de la dernière PAC. En fait, c'est le plan d'urgence visant à garantir l'approvisionnement alimentaire en Union européenne. Et très concrètement, qu'est-ce qu'ils ont dit, la Commission européenne? Ce n'est pas les soviets. Hein. Ils ont dit, voilà, pendant le Covid, on a eu chaud, ça a failli craquer, mais attention, des cyberattaques et des pandémies, on va en connaître d'autres et pas des petites. Donc, il faut que les pays se préparent, que tous les pays stockent, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont des stocks, et que les pays préparent leur population et fassent des stress tests sur toute la chaîne de valeur de l'alimentation. C'est la Commission européenne qui l'a écrit. Et qu'il faudrait repenser et rééquilibrer circuit court et circuit long. Jamais de ma vie, j'aurais cru que la Commission européenne écrive un truc comme ça. Donc, depuis 2021, les risques de cyberattaque, donc de pandémie grippale ou autre, ou de pandémie digitale n'ont pas disparu. Donc, de toute façon, on va y être obligé. Donc, ce n'est pas le retour de l'autarcie, mais que partout dans les territoires, on ait un minimum de production, de transformation et d'organisation pour justement éviter qu'on se tape dessus. C'est sûr. Avant de conclure par 2-3 messages, est-ce que Ripsimé, tu voulais intervenir? Merci, merci Ghislaine, merci Stéphane. D'abord, c'était très intéressant en fait de participer à l'écriture de cet exercice et de faire le lien justement entre catastrophes naturelles et approvisionnement alimentaire. D'autant que les citoyens dans nos territoires ont déjà beaucoup de mal à s'intéresser aux risques naturels en règle générale parce qu'ils sont déjà soumis à énormément de complications dans leur quotidien, des sujets avec lesquels ils sont très sollicités. Et c'est vrai que c'est aussi un impensé pour nos concitoyens
Et le fait de faire le lien entre l'approvisionnement alimentaire et les risques de catastrophes naturelles, eh bien, ça donne aux deux une dimension plus accessible aussi et quelque chose qui les rend plus concrets. Donc moi, je suis vraiment très heureuse que cet exercice ait pu avoir lieu. Et j'ai aussi été très impressionnée, je voulais le dire ici, par tout le rétexte des joueurs qui ont très rapidement en fait saisi les enjeux et proposé des mesures très concrètes. Et je trouvais ça très positif. Et ça montre aussi que même si ça reste un impensé encore dans beaucoup de lieux, mais les joueurs de cet exercice ont très rapidement trouvé des chemins, des façons de peut-être se préparer, se prémunir, agir ensemble. Et donc voilà, je reste très enthousiaste et aussi très confiante quant au fait que ce sujet va infuser sur les territoires, dans les territoires. Merci beaucoup, Ripsimé. Merci, un grand merci encore à Stéphane pour le partage de son expertise et son souci de la transmission et de la préparation collective face à ce sujet. C'était la première fois qu'on faisait une petite conférence finalement de retour sur un sujet après Préparisque. Donc on vous interrogera en fait sur votre satisfaction ou non de ce type de conférence d'1 heure après un exercice pour en tirer les leçons, partager le retour d'expérience et avoir un échange. On pensait que le sujet le méritait et peut-être qu'on le développera si vos retours sont bons.